Merci d'être venus nombreux à cette présentation sur Industrie 4.0. C'est une présentation qui va essayer d'expliciter ce qu'est l'Industrie 4.0 et de l'illustrer au travers des différentes technologies. Mon nom est Eric Ledu, je suis en charge de l'innovation et de l'architecture pour une société qui s'appelle Createch du groupe Bell. Est-ce que tout le monde m'entend toujours bien? Ouais. Donc cette présentation, elle a lieu juste après l'heure du lunch. Donc je vais essayer de vous tenir éveillé. On va commencer par faire un petit peu de gymnastique. La gymnastique va être très simple. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez que Industrie 4.0 est un buzzword qui ne représente rien, qui n'a pas d'autre intérêt que de donner de l'argent à des consultants? Personne? Bien. Merci d'être venu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent parfaitement Industrie 4.0 et qui voient parfaitement ce que ça signifie? Non plus. Donc, ça veut dire que la majorité des gens qui est ici connaît le principe, sait que ça a un intérêt, mais ne sait pas exactement ce que représente Industrie 4.0. C'est bon? Donc, vous êtes au bon endroit. Donc, je vais essayer de vous expliquer maintenant Industrie 4.0. On va faire une petite introduction, expliquer ce que veut dire Industrie 4.0, et après, surtout, on ira voir concrètement à quoi ça ressemble. Et c'est là que je vais essayer de vous expliquer le lien avec les technologies. Vous avez vu qu'il y avait des présentations sur l'intelligence artificielle, des choses comme ça. On va survoler ces sujets, mais on va voir en quoi elles sont intéressantes pour changer l'industrie. Un petit film pour commencer. Changed your vision of the world. You'd be able to monitor natural resources, spot ways to increase crop yields, and focus on building and sustaining a better, safer future. Your space would have a sense of intuition. The door would know when you left the office, and your car would see you coming. You would intuitively know how to avoid traffic. Work would be less of a routine. Your perception at work would make you Employee of the Month. Your home would recognize whether it was you or the mailman. Your pool would sense if a loved one was in too deep. And together, you would embrace the unexpected. Now the ordinary has become extraordinary. Intel Inside makes for a better experience. Voilà, ça c'était l'introduction un peu Big Brother pour faire peur à tout le monde. Ça nous parle parce que c'est la vie de tous les jours. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer en quoi ça nous intéresse dans le monde de l'industrie. Donc, petite introduction. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse ici à Montréal, cette Industrie 4.0? Notamment parce que quand on regarde les chiffres sont assez cruels. On n'est pas forcément en avance en termes de productivité. La productivité du Québec par rapport au reste du Canada, par rapport aux autres pays du G7, elle est clairement en retard. Un des moyens d'améliorer cette productivité peut être d'améliorer notre façon de travailler. Et c'est ce que je vais commencer par vous expliquer. D'où vient le terme Industrie 4.0? C'est un terme qui vient d'Allemagne et qui est en fait assez facile à comprendre. Quand on regarde les révolutions industrielles, si on prend la première révolution industrielle, c'était tout simplement la vapeur. La vapeur a permis de faire des machines qui remplaçaient le travail musculaire des travailleurs et donc d'être plus efficace, d'être plus rapide et surtout de ne pas abîmer sa santé. Ça, c'est la première révolution industrielle. La deuxième, c'était plus tout ce qui était travailler avec l'électricité. L'électricité a permis de faire des choses que la vapeur ne permettait pas de faire. Donc, combiné, ça a permis d'avoir des façons de produire beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides surtout. La troisième révolution industrielle a été le fait de ne plus travailler sur un produit de A à Z, mais plutôt d'inventer le travail à la chaîne. Si vous vous souvenez les reportages sur Ford et la fabrication des modèles T, en réalité, ça commençait à l'abattoir. Avant, un boucher prenait une pièce de bœuf et allait la découper jusqu'à des petits bouts. Et après, ils ont inventé le fait que chaque ouvrier faisait une tâche sur une carcasse et le passait à quelqu'un d'autre. C'était à la fin du 19e siècle et c'était le début de la troisième révolution industrielle. Et on arrive à la quatrième. La quatrième, c'est un ensemble de technologies
qui va permettre d'optimiser notre façon de travailler, d'améliorer notre façon de planifier notre production et de livrer un produit qui est meilleur et moins cher au client final. Maintenant, cette industrie 4.0, elle n'est pas liée à une technologie comme la vapeur ou l'électricité. Elle est liée à un ensemble de technologies. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Donc voilà pour la première partie de l'industrie 4.0. Si on regarde plus dans le détail ce que ça signifie, on part du milieu de l'oignon qui est à l'écran. L'industrie 4.0, c'est la numérisation et l'intégration verticale et horizontale des chaînes de valeur. Ça, c'est du vocabulaire de consultant. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on va pouvoir associer tous les systèmes d'information d'une entreprise. Vous savez, les informations de bas niveau, les systèmes qu'on appelle MES, etc., les MRP, les ERP, les CRM, vont mieux dialoguer entre eux. Ça, c'est le vertical. Horizontal, c'est quand vous allez dialoguer avec votre client et avec le fournisseur pour être à jour de ce que souhaite le client et de ce que souhaite le fournisseur, d'échanger plus rapidement, de faire une meilleure planification. Donc tout ça est rendu capable par la numérisation, et ça va permettre même de numériser des offres et des produits. Il n'y a qu'à penser à Airbnb et Uber, par exemple, la partie numérisation d'une offre qui est très physique à la base. Et troisième, vous voyez le troisième segment rouge, on va même pouvoir créer des nouveaux modèles d'affaires. Une société allemande qui vendait des cuves qui contenaient du gaz. Normalement, elle vendait les cuves et après, elle récupérait les cuves qui étaient consignées ou elle pouvait vous recharger les cuves que vous pouviez changer. Le modèle d'affaires a changé. Maintenant, ils vendent le gaz comme étant un produit. Ça s'appelle du produit as a service, si je veux parler très marketing. Mais en fait, l'idée, c'est que vous achetez, vous, des volumes de gaz. Le fait que le fabricant vienne changer vos bouteilles, remettre des bouteilles, c'est son problème. Vous, vous payez juste des volumes de gaz. Donc, au lieu de vendre des containers et de recharger des bouteilles, mon modèle d'affaires est devenu de vendre du mètre cube de gaz. Le reste dépend de moi. Donc à partir d'aujourd'hui, on peut avoir des nouveaux modèles d'affaires. Et tout ça, vous avez une couche qui est un petit peu plus marron autour. Je parle pour ceux du fond qui ont peut-être du mal à lire, désolé. Va nécessiter de mieux comprendre ces données. Il y a énormément de données dans tout ça. Ces données, il faut les analyser, il faut les comprendre, il faut éventuellement même les traiter pour pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Et c'est les technologies autour qui vont nous aider. Donc toutes ces technologies-là, c'est ce qui va me permettre d'expliquer un peu Industrie 4.0. Je n'aurai pas le temps de tous les lire et on va se concentrer sur certaines. Je vais me concentrer sur 4 technologies. Et après, à partir de ces exemples, si vous voulez, vous pourrez vous renseigner sur les autres technologies. Je vais parler de tout ce qu'on appelle IoT, plateforme qui permet d'avoir de l'information en temps réel sur des valeurs physiques. On appelle ça aussi l'Internet des objets en français. Je vais aussi parler de réalité augmentée. Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Il y a des entreprises qui font des choses fabuleuses à Montréal en ce moment. On va parler du Big Data. Est-ce que vous connaissez le Big Data? Oui. Vous allez voir que c'est très, très intéressant dans ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Et puis, on va parler de Machine Learning. Machine Learning qui est une division de l'intelligence artificielle. Et là encore, on est très, très fort à Montréal. Vous savez que Facebook investit massivement et le gouvernement aussi sur ces domaines. Donc voilà, on va parler de ces 4 sujets. Et moi, mon challenge, c'est que j'ai 35 minutes pour qu'en sortant de la salle, vous sachiez de quoi ça parle. C'est bon? Alors allons-y. Le machine learning. Tout le monde en a entendu parler, ce n'est pas forcément facile à comprendre. Je vous fais une version assez simple. Vous allez avoir un logiciel qui va être capable d'intégrer des données et d'apprendre un fonctionnement. Par exemple, je vais lui apprendre à reconnaître des carottes et des tomates. Je vais lui donner des photos de carottes et de tomates et je vais lui dire ça c'est une carotte, ça c'est une tomate, ça c'est une carotte, ça c'est une tomate. Ça c'est la partie d'apprentissage. À partir de là, on va générer un modèle. Ce modèle est capable de reconnaître une carotte et une tomate. La beauté, c'est que par rapport à ce qu'on faisait avant, à aucun moment je ne lui dis une carotte c'est orange et c'est allongé. Une tomate c'est rouge et c'est plutôt rond. Je ne lui dis jamais ça. Je lui donne juste des objets et je lui dis ça c'est une carotte, ça c'est une tomate. Il y a 3 modes de machine learning, ça c'est le plus simple. Une fois que j'ai fait ça, mon modèle, je vais pouvoir le mettre dans une application. Et quand cette application va recevoir des données, c'est l'input qui est à droite, il va être capable de faire des prédictions. Donc c'est des systèmes qui, par défaut, sont relativement
idiots, vous allez leur apprendre des choses avec des données historiques et des données en temps réel, et il va s'améliorer. Et il va même pouvoir évoluer quand vous allez évoluer vous-même. Donc ces systèmes sont des systèmes qui au début peuvent paraître un petit peu impuissants et vont devenir plus puissants au fur et à mesure. Est-ce que vous avez déjà vu des vidéos où vous voyez un grand chien qui a été développé pour l'armée militaire qui essaie de passer des obstacles? Après, il y a eu un humain qui s'est mis à... Alors j'ai trouvé un exemple qui est un peu plus rigolo. C'est ce qu'on appelle du robot soccer, sorry. Donc c'est des équipes de robots qui s'affrontent de façon plus ou moins réussie, comme vous pouvez le voir. Désolé pour ceux du fond, vous ne pouvez pas apprécier l'humour de la situation. Mais regardez comment ils se déplacent. Ce qu'on leur dit, c'est juste, tu as un ballon, tu dois aller le mettre dans le but. Et ils trouvent la meilleure façon de faire. Et vous voyez que certains sont plus ou moins doués. Par contre, ils sont très forts pour se remettre debout. Et quand vous regardez leur façon de se déplacer comme ça, c'est qu'ils sont en train de chercher la meilleure façon d'aller du point A au point B. Et un robot, quand il a trouvé une façon de faire, quand il a trouvé une façon de bloquer un adversaire ou de tirer, il va pouvoir échanger en temps réel avec les autres et tout le monde va profiter. Donc le machine learning, c'est assez impressionnant, c'est vraiment de l'apprentissage. Et en bas, histoire de montrer que c'était scientifique, je vous ai mis un texte qui illustre les algorithmes qui sont derrière. Et vous voyez que ça fait appel à des réseaux de neurones. Donc c'est vraiment de la science assez avancée. Mais bon, parfois, le résultat peut paraître un peu ridicule. Si vous allez sur Internet, vous allez voir que si vous allez regarder ces compétitions, tous les ans, il y a un concours et tous les ans, les robots sont meilleurs. Là, pour l'instant, ce n'est pas extraordinaire. Mais retournez voir tous les ans, vous verrez que les progrès sont assez impressionnants. Ça, c'est vraiment du machine learning. Je répète, on a dit au robot, tu as 2 jambes, tu as un ballon, tu as une équipe, tu dois aller mettre un but. Et il se débrouille. C'est bon? L'IoT, autre domaine intéressant. Et après, on verra comment tout ça se combine. L'IoT, c'est tout simplement le fait d'avoir des données qui proviennent d'objets connectés. C'est des petits capteurs que l'on va pouvoir mettre sur des machines ou sur des humains. On a aussi des vêtements connectés, les montres. Et ces données, dans une entreprise, on en a beaucoup trop pour les traiter en temps réel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par un petit serveur local. Donc vous allez avoir un petit serveur dans une usine, dans un entrepôt, qui va un petit peu regrouper toutes ces données en temps réel. À partir de là, ces données, vous allez vouloir les exploiter dans votre application principale. Donc vous allez passer par une plateforme qui va regrouper toutes ces données. Souvent, cette plateforme elle va être sur le cloud, tout simplement parce que peut-être que vos 5 usines elles sont disparates et on a besoin d'une architecture commune pour ramener les données. Deuxième avantage du cloud, c'est qu'il a une puissance extensible. Donc si vous rajoutez 1000 capteurs, le cloud va s'adapter et va être capable de gérer les données. Donc voilà, toutes les informations remontent vers la plateforme. Et une fois qu'elles sont là, on va pouvoir les exploiter. Ou en faisant de l'analytique pour dire « Oh là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe » ou en envoyant directement dans une application pour dire « La chaîne est arrêtée, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc c'est très très concret. Et quand on réfléchit à ce que fait cette architecture, elle remplace des coups de téléphone. Il y a une machine qui s'est arrêtée. Ça remplace des rapports. Il y a quelque chose de bizarre sur cette machine. On devrait envoyer quelqu'un faire de la maintenance. Et ça va permettre de prendre des actions très rapidement. Donc ça existe depuis un certain temps, mais les systèmes étaient un peu disparates. On manquait de temps réel. Et juste pour donner une illustration, comme les coûts ont diminué, en interne, nous, on a fait une démonstration toute simple. On prend la température et l'humidité d'une machine. Le capteur coûte exactement 3 $. On a remonté de l'information d'un système. Il va vous avertir quand la température est anormale. Et vous n'avez qu'à cliquer sur un bouton pour générer une action dans votre système de maintenance ou votre ERP pour dire « Va vérifier la machine, il y a quelque chose de bizarre ». Tout ça aurait généré des appels, des saisies dans des systèmes, des échanges, etc. Là, on passe par une application qui est tout à fait similaire à celle-là, et c'est quand même relativement facile. C'est bon pour l'IoT? Donc ça, c'est les 2 sujets, je dirais, qui sont assez classiques, mais je voulais quand même illustrer concrètement à quoi ça ressemblait. Voilà un tableau de bord. Pour des raisons d'utilisation, on a choisi de faire une visualisation de l'atelier, donc c'est un vrai atelier. Et en vert et en rouge, vous avez tous les capteurs. Donc je peux me promener avec mon iPad. Et quand j'ai des voyants verts ou rouges,
Je peux savoir la santé de mon entreprise. Rouge, il y a une anomalie, je clique dessus. J'ai un tableau de bord complet avec l'historique des données. Si je ne suis pas devant mon ordinateur ou devant mon iPad, je peux même avoir l'alerte qui remonte en direct sur un téléphone. Pour votre information, développer une application sur téléphone, ça peut mettre de 2 à 5 jours. Donc, vous voyez, on n'est pas en train de parler de choses très complexes et très dispendieuses. On parle vraiment de choses qui sont assez rapides et efficaces. Donc voilà pour l'IoT. Deuxième sujet, la réalité augmentée. Est-ce que vous avez déjà installé les applications sur iPhone de réalité augmentée? Vous avez essayé? Pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, je vous recommande vraiment, pour vraiment prendre connaissance du domaine et de la facilité. Ceux qui ont un iPhone notamment, vous avez une application IKEA qui permet de visualiser n'importe quel meuble IKEA, à quoi il ressemble en temps réel par rapport à votre salon, par exemple. Et c'est une excellente illustration de ce que vous pouvez faire chez vous. Ça évite de déplacer des meubles en vrai. Donc comment ça fonctionne? On a tout simplement le monde réel qui est pris en photo par votre téléphone. Donc, vous avez le monde réel qui est pris en photo par votre téléphone. Le téléphone positionne la scène par rapport à son référentiel. Et lui, il va calculer les images qu'il va vouloir superposer par rapport à cette image du monde réel. Il va combiner les deux et vous présenter une image. Par exemple, sur l'image que j'ai sur la droite, j'ai les différents points d'intérêt touristique. Et si je clique dessus, il va me dire « cette fontaine a été créée en 1750 », etc. D'accord? Dans le monde industriel, Industrie 4.0, à quoi ça pourrait ressembler? Ça pourrait ressembler à ça. Et là, ce n'est pas du tout de la science-fiction, c'est une application qui existe. Imaginez que, vous savez que les modèles de voitures deviennent de plus en plus compliqués à maintenir. Je suis mécanicien, j'ai besoin d'intervenir sur une voiture que je ne connais pas. Je mets des lunettes. Et là, non seulement il m'indique toutes les pièces que j'ai besoin de connaître, mais il va même me dire les opérations dans l'ordre. Il faut que tu dévisses telle vis, et puis après, il faut que tu installes un nouveau composant. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est oui, mais comment est-ce que j'interagis avec le système? Donc là, je vais vous montrer une vidéo. Je vous dis à l'avance le truc. On a un viseur, comme le viseur, comme la souris sur l'ordinateur, qui est guidé par les yeux. Donc vous pouvez déplacer les yeux. S'il y a un élément graphique que vous voulez déplacer, vous faites ça, et vous déplacez l'élément. Et pour valider une opération, pour dire de faire quelque chose, vous parlez dans le micro. Donc, opération effectuée, et il passe à la suivante. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est une application réelle qui existe, qui est plutôt orientée pour l'aéronautique ou pour l'hydraulique. Et vous allez voir une démonstration avec le son, j'imagine. Describe work item. This work item will guide you through the replacement of gauge PIT 5003. Vous It has entendez? been reported as defective recently. Okay. Begin work item. When you have completed a step, say next, or check to move to the next one. Move. First of all, locate pipe 1 CWC 5003 A1 OPM. Check. To move on, you have to locate valve HV 5003. Check. Now, close the valve by turning it clockwise. Check. Okay, now locate valve HV 5004. Check. Close the valve by turning it clockwise. Check. Now, locate bleed valve BV 5001. Check. Describe work item. This work. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est impressionnant quand même. J'ai plus de manuel, j'ai pas à aller lire un iPad ou quoi que ce soit, donc je suis beaucoup plus efficace. Je fais pas d'erreur. Même ma grand-mère saurait réparer une centrale nucléaire avec ça. Peut-être pas ma grand-mère, mais d'autres grand-mères. Donc vous voyez l'intérêt, c'est que je vais intervenir sur un nouveau matériel, j'ai le système qui me guide, je sais ce que je dois faire, et c'est relativement facile à comprendre, il n'y a pas une formation très complexe quand même. Ça, c'est quelque chose qui est en cours chez plusieurs industriels de la région.
Il y a plusieurs prototypes de lunettes qui existent. Donc, c'est les HoloLens de chez Microsoft, des choses comme ça. Et ça va être intégré de plus en plus dans des applications existantes. Toutes les technologies qu'on a vues jusque-là, que ce soit l'IoT, qui génère beaucoup de données, que ce soit ce qu'on vient de voir, beaucoup d'informations en temps réel, ou que ce soit le machine learning, ça nécessite des gros volumes de données. Or, les bases de données, même si on a fait des progrès, elles coûtent très cher. Et à votre avis, dans toutes les applications très communes que vous utilisez, quel est l'éditeur, quelle est l'application que vous utilisez qui consomme énormément de données que vous utilisez tous les jours et qui réagit très très vite à votre moindre demande? Tous les jours, vous l'utilisez, beaucoup de données, ça réagit très vite. Google. Google, vous savez, même quelquefois, vous commencez à taper et il commence déjà à vous donner la réponse. Comment est-ce que Google peut stocker de l'information sur tous les sites web à jour et vous la restituer aussi vite? C'est grâce à un type de base de données qui n'est pas la base de données classique, qu'on appelle souvent du terme de big data. La plus connue s'appelle Hadoop, si vous avez entendu le nom. Donc, big data, c'est un nouveau type de base de données très différent. Et je vais essayer de l'expliquer rapidement parce que c'est la brique, c'est sans doute pas une brique très apparente, mais c'est la brique indispensable pour toutes les autres technologies. Donc, il y a 3-4 définitions différentes. On l'appelle quelquefois les 3V, les 5V, 7V. Mais les plus importants, ce sont ces 3V. Est-ce que vous arrivez à voir du fond? Ouais. Il y a le volume. Déjà, une base de big data peut stocker des volumes gigantesques de données. Mais en plus, vélocité. Elle peut réagir très vite. Pourquoi? Parce que si vous faites de la détection de fraude, ça ne sert à rien de savoir « Ah, il y a quelqu'un qui a forcé une machine il y a 3 jours ». Il vaut mieux le savoir dans les secondes qui suivent. Et la variété, ça c'est le plus important, c'est que quand vous allez analyser des données, avant on analysait des fichiers, maintenant on va analyser des vidéos, on va analyser des textes sur Internet, des blogs, on va analyser des conversations audio avec le centre de support client. Toutes ces données, on en a besoin. Ces bases de données, donc qu'on appelle big data, sont des bases de données qui sont capables de gérer beaucoup de données très variées et très rapidement. Et c'est la base indispensable pour tout ce que je viens d'expliquer. L'intérêt de tout ça, c'est que ça va nous permettre d'avoir de l'intelligence liée à nos données. Vous avez déjà entendu le data, les données, c'est le nouvel or ou c'est la nouvelle richesse, c'est le nouveau pétrole noir. Pourquoi est-ce qu'on peut faire de l'intelligence à partir de ces données? Si on regarde l'intelligence que l'on va pouvoir déduire à partir des données, structurées ou non structurées, structurées, c'est les données que vous avez dans Excel. Elles sont structurées dans des colonnes. Non structurées, ce sont des textes. Il n'y a pas de structure dans un texte. Quand vous faites des rapports et des tableaux de bord, vous avez juste quoi, à votre avis? Vous avez juste une vision sur le passé. Vous pouvez analyser le passé et voir si quelque chose s'est bien passé ou pas. Si vous avez de l'analyse en temps réel, ça devient plus intéressant. Vous pouvez réagir à quelque chose. Vous vous souvenez des exemples de l'IoT? Vous allez réagir à une situation. Allons plus loin. Si vous avez beaucoup de données historiques, et il y a besoin de données historiques pour pouvoir dire « j'ai remarqué, quand une machine a tendance à vibrer de plus en plus, elle casse ». Mais il faut avoir tout l'historique de toutes les machines, il faut l'avoir mesuré. Donc si vous avez toutes ces données, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'analyse prédictive. L'analyse prédictive va permettre de prévoir ce qu'on va devoir stocker, ce qu'on va devoir réparer. Vous pouvez aussi aller plus loin. Si vous avez beaucoup de données, vous pouvez reconnaître des tendances. Je travaille dans le groupe Bell. Dans le groupe Bell, il y a quelque chose qui nous fait très peur, c'est les clients qui arrêtent d'être chez Bell et qui vont chez TELUS. C'est ce qu'on appelle le churning. Donc si par exemple, dans toutes ces données, sans que j'ai le moindre a priori, je détecte que les clients qui ont entre 18 et 25 ans, qui ont un abonnement de plus de 3 ans, qui sont sur des iPhones, ont tendance à aller chez TELUS, c'est important pour moi. Je vais faire du marketing là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle le clustering en anglais, ou les détections de tendance. Et là, c'est le logiciel qui va commencer à me dire « Tiens, j'ai noté quelque chose de bizarre ». Ça, c'est très intéressant. J'ai besoin de beaucoup de données. Et on peut même aller plus loin. Voilà ce qui va nous arriver dans les 5 ans à venir. En avant-première, je vous donne la tendance des 5 ans à venir. L'optimisation et le prescriptif. L'optimisation, c'est le logiciel qui te dit la meilleure façon de faire, voilà ce que ça serait. Et le prescriptif, c'est le logiciel qui te dit
voilà ce que tu devrais faire dans l'absolu. Par rapport à ton passé, par rapport à ton évolution, je pense que tu devrais faire ça. Et là, ça peut combiner du machine learning et des gros volumes de data. Donc vous voyez que plus on a de données, plus on a de données instructurées avec des sources différentes, et plus on peut avoir d'intelligence par rapport à ces données. Pourquoi est-ce que tout est combiné? Parce que l'Internet of Things, ça génère beaucoup de data. Si vous avez beaucoup de data et que vous avez une base de données, vous allez pouvoir faire du machine learning, parce qu'il faut énormément de données pour faire du machine learning. Mais vous allez aussi pouvoir faire du predictive analytics et vous allez pouvoir faire de l'augmented reality. Le problème, c'est que vous n'avez sans doute pas l'architecture pour faire tout ça. Beaucoup de données avec des nouvelles technologies. Et c'est pour ça que la grande tendance des éditeurs, vous l'aurez remarqué, c'est le cloud. Parce que le cloud, il y a déjà toutes ces technologies qu'en plus, vous pouvez les étendre. Si du jour au lendemain, vous dites « je vais avoir 2 fois plus de données », vous payez 2 fois plus d'abonnements et votre système, il marche. Donc voilà ce que j'essaye d'expliquer depuis le début, puis je vais continuer encore un peu après. Et après, on aura des questions. C'est que par rapport aux autres révolutions, la révolution actuelle, ce n'est pas juste une technologie qui vient tout révolutionner. Toutes ces technologies existaient peu ou prou depuis 10, 20, 30, 40 ans. Les coûts ont diminué. Les coûts des connexions Internet, les coûts des capteurs, les coûts des bases de données, tout ça a énormément diminué. Les technologies autour du machine learning ont énormément progressé. C'est pour ça que Terminator va arriver dans 10 ou 20 ans. Et donc pour ça, comme toutes ces technologies ont évolué et sont moins chères, comme il y a une cohérence entre toutes ces technologies, on va pouvoir les appliquer rapidement et pas cher. Et c'est ça l'industrie 4.0. C'est l'application de tous ces composants en même temps ou l'un après l'autre, et pour des facteurs économiques qui sont très très raisonnables. Maintenant, je travaille dans une unité SAP. Qui est-ce qui ne connaît pas SAP? Qui est-ce qui a une excellente image de SAP? Merci. SAP est connu pour être relativement ancien en termes de technologie. Mais SAP a sauté sur Industrie 4.0. Et par exemple, regardez coïncidence par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, qui est vraiment du 4.0 habituel. Regardez un petit peu l'offre que SAP est en train de sortir. Globalement, ça s'appelle Leonardo, c'est le nom d'une nouvelle technologie SAP. Et tout ça, c'est ce que moi et mes collègues qui travaillons dans le domaine SAP sommes en train de vendre. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Donc voilà, cette année et depuis l'année dernière, SAP met l'accent là-dessus, c'est-à-dire que même quelque chose d'aussi classique et ancien comme l'ERP est en train de se révolutionner au travers d'une offre qui s'appelle Leonardo et qui contient quasiment toutes les briques que je viens de vous expliquer. Donc vous voyez que ce n'est pas juste théorique, ce n'est pas juste des petites applications, c'est déjà en train de se déployer, même chez les grands éditeurs. Alors maintenant que je vous ai expliqué un petit peu la théorie, il me reste 5-6 minutes avant de passer aux questions. Comment est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'à partir de là où on est, on peut aller vers cette industrie 4.0? Donc la première chose, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a une architecture flexible. Très important. Si vous êtes dans une entreprise et vous vous dites « moi, mon architecture, je ne peux pas la faire évoluer, j'ai juste à rajouter des choses autour, vous allez avoir du mal. » Il faut vraiment avoir une architecture qui est adaptée, qui va permettre d'intégrer ces technologies peu à peu. Il va falloir investir dans les gens. Pourquoi? Parce que la façon de penser est différente. Mettre en place un capteur, mettre en place du machine learning juste à un bout de l'entreprise pour 5 personnes, ça n'a aucun intérêt. Tout ça doit être réfléchi, ça doit être dans une stratégie globale. Donc ce qu'il faut, c'est investir dans les gens pour que les gens soient éduqués, comprennent, soient intéressés, excités et prêts à faire évoluer. Et une fois que vous avez fait ça, comme il se passe beaucoup de choses, vous voyez sur le salon, là, il y a pas mal d'éditeurs et on a des universités qui font des choses assez extraordinaires. Une fois que vous avez fait ça, il faut investir dans un réseau. Réseau d'entreprises, réseau avec des universités, réseau avec des petits éditeurs. Et une fois que vous aurez ces collaborations, vous pourrez profiter au mieux des possibilités offertes. Les leçons qui ont été apprises, donc c'est mon collègue Guy qui est là et qui pourra répondre à des questions d'ailleurs après si besoin. Il a eu la chance d'aller dans une conférence à Chicago où des grands de l'entreprise ont entrepris des stratégies 4.0 et en avant-première, je vais pouvoir vous dire déjà ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs.
Donc le sponsoring, le 4.0 ne doit pas venir d'un directeur de production ou d'un directeur informatique passionné. Ça doit être pris au plus haut niveau et pris comme une révolution interne. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des problèmes. Deuxièmement, c'est d'abord une usine qui est capable, et donc les gens comprennent ce qui se passe. Si vous avez une entreprise dans laquelle il n'y a pas la notion de KPI, d'indicateur, de performance, de plan opérationnel, de plan stratégique, vous n'arriverez jamais à justifier la révolution. On justifie l'intérêt d'une industrie 4.0 si déjà on sait d'où on part. Donc déjà, il faut avoir une certaine connaissance de là où on est et de ce qu'on est capable de faire. Ensuite, il ne faut pas remplacer les gens. Vous n'allez pas dire tu n'y connais rien en informatique, désolé, je te remplace. Non, il va falloir au contraire éduquer les gens et il va falloir que tout le monde aille vers ces nouvelles technologies qui ne sont pas faciles à comprendre, mais au moins que tout le monde ait une compréhension de base. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Les investissements faibles. Un vrai investissement, c'est quelque chose qui apporte de la valeur. Si quelqu'un dit « moi, j'aime pas mon ordinateur, je préférais faire mes opérations sur un iPad », ça n'a pas forcément un gros intérêt. Oui, c'est plus commode pour moi, mais ça ne change pas ma façon de travailler. Ça n'apporte pas de valeur, ça apporte du confort. Donc il vaut mieux aller vers quelque chose qui va apporter de la valeur et pas juste du confort. Donc il faut faire attention. Il faut que vos premiers essais vers l'industrie 4.0 soient significatifs, donc ils apportent de la valeur. Et à contrario, je dirais presque, vous ne pouvez pas tout transformer, vous ne pouvez pas installer des bases de données big data et mettre des capteurs partout et avoir des gens qui s'y connaissent en machine learning. C'est juste impossible, ou très difficile. Ce que vous devez faire, c'est commencer avec des plans modestes, même si votre rêve est grand. Donc avoir une cible précise pour l'avenir, mais commencer avec des choses qui vont donner un résultat maintenant. Et il y en a plein des petits projets. Mettre des capteurs pour pouvoir arrêter une chaîne de production dès qu'il y a un problème, ça coûte vraiment pas très cher. Et c'est un premier pas. Du machine learning, tout le monde en utilise sur son téléphone. Dès que vous êtes sur Netflix ou Spotify, vous trouverez des applications industrielles assez faciles. D'accord? Et comment y aller étape par étape? Donc après, les supports vont vous être transmis. Donc je vois pour tous ceux qui prennent des photos, n'hésitez pas, vous aurez les supports après sous forme de PowerPoint, de PDF, pardon. Donc déjà, première étape importante, établir une stratégie, comprendre là où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez changer le business model? Est-ce que vous voulez être plus performant? Deuxièmement, démarrer un projet pilote. Alors ça, c'est pas facile. Le projet pilote, il doit être significatif, il faut qu'il apporte quelque chose, mais il faut qu'il soit raisonnable. Donc attention, trouvez quelque chose de raisonnable qui va donner un résultat, mais pas en investissant quelque chose de démentiel et en transformant toute la société. Une fois que vous avez démarré le projet pilote, vous déterminez les moyens, vous commencez à maîtriser vos données, parce qu'on a bien dit, ça génère beaucoup de données, donc il faut avoir les outils pour les visualiser, pour les comprendre, les diffuser. Donc la partie qu'on appelle BI, Reporting, Analytics, doit être au point. Et là, vous allez commencer à transformer votre entreprise en entreprise numérique, à fournir de l'information en temps réel, avec de la visualisation performante, et vous allez pouvoir planifier votre approche pour aller vers une usine, puisqu'on a dit qu'on commençait par des petits projets. Vous allez pouvoir planifier votre approche pour aller vers vraiment une usine ou une entreprise. Je parle d'usine, je suis désolé, mais c'est parce que je suis assez manufacturing, mais en fait, ça s'applique à plein de domaines. Je ne sais pas si vous achetez des chaussures chez Aldo de temps en temps. Vous allez voir que la façon de commander des chaussures dans le magasin et d'aller les prendre dans, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'arrière du magasin, va changer de façon assez notable. Donc, vous allez avoir des implications de tout ce que je viens de vous expliquer dans plein de types de services, même des restaurants. Donc, établissez votre stratégie, allez-y par étapes, mais étapes significatives, et avec un peu de chance, vous allez arriver à vous transformer.